Une jeune fille mourante était allongée dans sa cellule et les gardiens lui ont jeté un morceau de pain. Ils craignaient que quelque chose de grave n'arrive si quelqu'un découvrait leurs actions, mais ils se sont convaincus que rien de mal n'arriverait s'ils lui donnaient un morceau de pain. Elle avait souffert tout ce temps de toute façon, alors laissons au moins quelque chose de bon lui arriver. Elle n'arrivait pas à croire que sa vie se terminerait ainsi. Elle avait vécu dans un orphelinat toute sa vie et, à l'âge de 3 ans, son pouvoir divin était apparu, si bien que tout le monde disait d'elle qu'elle était unique et ne ressemblait à rien d'autre. Un jour, lorsque le duc de Yokotizi et le grand prêtre sont venus la voir pour la première fois, elle s'est dit qu'elle avait beaucoup de chance, et comme elle était dans un orphelinat, la famille du duc l'a rapidement adoptée, mais elle n'aurait jamais pu imaginer qu'après cela, sa vie deviendrait un véritable enfer. Dès son arrivée chez le duc, la fillette fut immédiatement placée dans un cercle magique, puis le pouvoir de l'enfant fut scellé dans le cercle magique afin que la princesse Enotis puisse utiliser ce pouvoir. Après l'arrivée de la fillette de Thrian dans la maison du duc, la même chose s'est produite tous les jours pendant 100 ans, et comme elle n'avait pas appris la langue comme une fille de son âge devrait le faire, elle n'a même pas eu l'occasion de se plaindre. Mais même ainsi, elle a progressivement perdu la capacité de parler, et même si elle pouvait parler, personne ne l'aurait écoutée de toute façon. Finalement, la princesse Enotis est devenue une grande sainte de l'Empire, grâce au pouvoir divin qu'elle a volé, et après qu'il a été retiré à l'héroïne, elle est devenue une personne ordinaire. Fatiguée de cet emprisonnement interminable et de ces traitements inhumains, la jeune fille pria Dieu de ne pas l'abandonner, puis elle ferma les yeux et, lorsqu'elle les ouvrit, elle ne reconnut pas l'endroit où elle se trouvait et ne ressentit même pas la douleur qu'elle avait subie tout au long de son existence. L'héroïne fondit immédiatement en larmes, remerciant Dieu pour cette opportunité, puis elle réalisa qu'elle ne devait pas laisser passer cette nouvelle chance, car dans quelques jours, ou peut-être demain, arriveraient le duc et le grand prêtre qui avaient senti son pouvoir divin. Dans sa vie antérieure, elle avait accidentellement entendu certaines choses, comme le duc d'Enotis et le temple conspiraient avec l'aristocratie, et la famille impériale conspirait avec le duc de Becherweil. Alors elle ne comprenait pas grand-chose, mais elle avait toujours compris une chose clairement, à savoir que pour survivre, elle devait aller dans la maison du duc de Becherweil parce qu'elle ne voulait pas mourir. Elle arrive donc au manoir du duc, et devant la grille, elle n'a aucune idée de la façon dont elle pourrait entrer, mais au bout d'un moment, celle-ci s'ouvre d'elle-même et, soudain, un carrosse avec un homme à l'intérieur en sort, et l'héroïne est immédiatement convaincue qu'il s'agit de celui qu'elle cherche. La jeune fille savait qu'elle ne pouvait pas rater cette occasion, et elle commença à crier, attirant l'attention sur elle, quand soudain elle fut arrêtée par un garçon qui était un serviteur du manoir, qui lui assura qu'il n'avait aucune idée d'où elle venait, mais qu'il était très dangereux pour une petite fille comme elle d'être ici. L'enfant commença immédiatement à protester, demandant qu'on la laisse partir, car elle devait rencontrer le propriétaire du manoir immédiatement. Le carrosse s'arrêta, et la fille se retrouva entre les mains du garçon, implorant de l'aide, car elle réalisait que si cela continuait, elle n'aurait jamais l'occasion de rencontrer le duc en personne. Soudain, la porte du carrosse s'ouvrit bruyamment, et l'homme ordonna brièvement qu'on lui amène la fillette. De nombreuses personnes lui avaient demandé de l'aide, mais c'était la première fois qu'il voyait une petite fille. Et il était même un peu intrigué par la façon dont il pourrait aider l'enfant. L'héroïne était un peu effrayée. Elle savait que pour survivre, elle devait lui montrer 16 compétences. Et comme personne ne lui avait jamais enseigné, ses salutations n'étaient pas très bien élevées et plutôt impolies. L'homme s'est immédiatement rendu compte qu'il avait déjà mal à la tête à cause de tout cela. L'enfant l'a remarqué et l'a montré du doigt en disant qu'elle pouvait le guérir, après quoi elle lui a pris la main, et tout ce qui l'entourait s'est mis à briller. Les larmes aux yeux, l'enfant jura qu'elle pourrait le soigner pour toujours, juste pour l'aider à survivre. Mais soudain quelque chose se produisit qu'elle n'attendait pas, et elle remarqua du sang sur ses mains. Il commença à couler de partout, de son nez, de sa bouche, et il semblait que ce pouvoir ne lui venait pas facilement. Malgré ses pouvoirs divins, il était encore trop tôt pour qu'elle puisse les contrôler pleinement. Et il semblait donc que pour le moment, c'était la limite des capacités de son petit corps, et que continuer ainsi pourrait mener à une situation désastreuse.
L'héroïne commença à s'évanouir, et elle ne put qu'entendre des voix appelant le duc à faire venir un médecin immédiatement. Tout allait de travers. Elle n'aurait pas dû s'évanouir. Elle avait le devoir de lui faire bonne impression, sinon son destin passé pourrait revenir la hanter, et cela signifierait que cette chance était perdue. Plus tard, elle a commencé à se réveiller sur un lit mou, et la première chose qu'elle a vue, c'est Herzog demandant au médecin pourquoi elle ne s'était pas encore réveillée, et il lui a assuré qu'elle avait perdu connaissance à cause de l'épuisement, mais que si elle se reposait suffisamment, elle se réveillerait bientôt. Au bout d'un moment, ils ont remarqué que l'enfant commençait à se réveiller et lui ont immédiatement demandé comment elle se sentait. Réalisant toute la situation, la fille s'est immédiatement levée, déconcertant ainsi l'assistance. Regardant le visage bouleversé du propriétaire, l'héroïne a réalisé que même en essayant de le guérir, il semblait que sa tête lui faisait encore très mal. La jeune fille demanda d'un ton sérieux qu'on lui donne immédiatement la main du duc pour qu'elle puisse le soigner à nouveau, et fut immédiatement avertie par le médecin de ne plus utiliser le pouvoir divin, car elle n'était pas encore prête à l'utiliser. L'héroïne ne s'est pas calmée malgré les appels à cesser d'utiliser la force. Elle a affirmé qu'il avait besoin d'un traitement immédiat et a donc demandé à être autorisée à le faire, mais comme elle n'a pas reçu de réponse, elle s'est désespérée et a recommencé à pleurer, en s'assurant qu'elle ne ferait plus de ravages, mais qu'elle arrêterait seulement son hémorragie, et elle a donc supplié qu'on l'autorise à le faire. Soudain, le duc s'est agenouillé et lui a demandé de promettre qu'elle n'utiliserait plus son pouvoir, ce qu'elle a accepté avec hésitation, après quoi il lui a tendu la main et lui a demandé si elle pouvait voir où il était blessé, ce qu'elle a confirmé. Le propriétaire grimaça et lui assura mentalement que si le temple l'apprenait, il la chercherait jusqu'à ce qu'il la trouve. Le médecin a dit qu'elle avait l'air d'avoir peur, et elle était terrifiée, s'excusant seulement, lui assurant que tout était de sa faute. L'aristocrate, réalisant cela, a immédiatement appelé son assistant, nommé Shin, et a ordonné la fermeture de l'orphelinat. Plus tard, l'héroïne fut habillée et rangée, puis on commença à lui donner toutes sortes de biscuits et autres sucreries. Les servantes étaient folles de joie, et la jeune fille, en regardant leur étrange comportement, se rendit compte que les membres de la famille Becherville étaient très étranges. Plus récemment, le duc a ordonné la liquidation de l'orphelinat, ce qui a bien sûr indigné l'héroïne. Elle pensait qu'après cela, il essaierait de lui voler son pouvoir divin, mais il semble qu'elle se soit trompée, et qu'au lieu de cela, il l'ait simplement nourrie. Elle savait qu'ils se reverraient bientôt, le duc d'Enotis et le grand prêtre. Il n'était pas du genre à abandonner si facilement juste parce qu'elle appartenait maintenant à la maison Becherville. Et maintenant, son premier objectif était de prouver sa vraie valeur, et en quittant le dîner, elle était déterminée à aller voir son nouveau père. 2 garçons se tenèrent devant l'entrée de son bureau, et elle leur demanda de la laisser entrer, tout en sachant qu'il était peu probable qu'ils ouvrent la porte à une petite fille. Mais si elle n'essayait pas d'entrer, elle risquait quand même de tout perdre. Soudain, dans leur dos, ils ont entendu une question sur ce qu'ils faisaient ici, à laquelle ils ont commencé à expliquer, effrayés, que la dame avait demandé à entrer, après quoi il l'a prise dans ses bras et a regardé les gardes d'un air menaçant, leur montrant de toute son apparence où ils s'étaient trompés, après quoi, sous leur sincère demande de pardon, ils sont entrés à l'intérieur. Il lui rappela sa promesse de ne pas utiliser de pouvoir divin et qu'elle ne devait pas s'en inquiéter, et lui dit que si elle ne l'aidait pas, elle ne pourrait pas rester ici plus longtemps. Après sa dernière déclaration, l'homme avait besoin d'une explication sur ce qu'elle entendait par là. L'héroïne se rendit compte qu'ils n'avaient même pas eu de véritable conversation jusqu'à présent, et même s'ils en avaient eu une, elle n'aurait toujours pas trouvé les mots justes, et tout cela lui donnait le vertige. Au bout d'un moment, l'enfant réussit à lui arracher quelques mots et lui assure que si elle ne le guérit pas, il la chassera et elle mourra. Rassemblant ses forces, déterminée, la fillette demande que dans ce cas, il l'engage comme servante et qu'elle nettoie la maison et fasse la vaisselle. À sa grande surprise, le duc ne manifesta aucune émotion et, comme s'il n'écoutait pas, il remarqua qu'il ne connaissait toujours pas son nom. Il le lui demanda donc, ce à quoi il obtint la réponse que la jeune fille s'appelait numéro 12, ce à quoi il l'assura qu'un tel nom ne lui convenait pas du tout. L'enfant était manifestement contrarié par cette déclaration et a donc dit que si elle n'avait pas de nom,
Cela signifiait que personne ne l'appelait et que personne n'avait besoin d'elle, mais que si au moins une personne l'appelait par son nom, elle serait heureuse, et il a ensuite proposé de choisir un nom approprié pour elle. Après avoir réfléchi, le duc nomma la jeune fille Ione et l'appellera désormais ainsi. Lorsque l'héroïne entendit cela, elle ne put retenir ses larmes, car dans toute sa vie passée, elle n'avait jamais eu de vrai nom. Et maintenant, elle était comme une princesse, et elle était donc très reconnaissante pour tout. Plus tard, la jeune fille s'endormit et Shin entra dans la pièce. On lui demanda immédiatement ce qui se passait au temple. Il commença donc son rapport. Il connaissait l'existence de la jeune femme depuis un certain temps, et même plus, ils avaient déjà demandé plusieurs fois à la rencontrer. Mais pour le moment, en ce qui concerne le duc des Notices, il n'y avait rien de spécial qui mériterait d'être remarqué. En un instant, le maître donna l'ordre de préparer toutes les procédures pour mener à bien l'adoption de cette fille, ce à quoi l'assistant fit remarquer qu'elle était détentrice d'un pouvoir divin et qu'il était peu probable que le temple abandonne si facilement, ce à quoi il reçut une déclaration selon laquelle Célina Enotis était déjà née, et il demanda alors combien il pensait qu'il pourrait perdre si tout le monde apprenait qu'elle n'avait pas une goutte de pouvoir divin. Il l'a confirmé, a déclaré que 8 partenaires commerciaux importants faisaient déjà des affaires avec la famille Enotis et qu'ils avaient également une opinion publique, et a ensuite reçu l'ordre de faire tout ce qu'il avait entendu, et ce, immédiatement. En regardant l'enfant endormi, l'homme comprit que leur rencontre n'était qu'un accident que le destin avait préparé pour eux. Mais il ne pouvait pas la laisser partir, car elle lui rappelait quelqu'un de très important. Très vite, ils se retrouvèrent à table, attendant le petit déjeuner, et lorsque les serviteurs apportèrent la nourriture, le duc mit l'héroïne sur ses genoux et commença à la nourrir. Elle n'était pas sûre de pouvoir tout manger, mais le duc lui assura que c'était non seulement possible, mais nécessaire pour qu'elle grandisse et prenne des forces, et elle accepta donc. Un peu plus tard, ils entendirent les pas de quelqu'un à l'extérieur de la porte, et à ce moment-là, celle-ci s'ouvrit et un garçon en sortit, que l'homme appela immédiatement Gérion, et qu'il appelait volontiers papa, car c'était le plus jeune fils de leur famille. Lorsqu'on lui demande pourquoi il s'est réveillé si tôt, les servantes lui assurent qu'il s'est couché plus tôt que d'habitude hier, et que c'est pour cela qu'il s'est réveillé maintenant. Le garçon prétend qu'il a faim, et l'héroïne se rend compte qu'il vaut mieux ne pas déranger le duc, et qu'il est donc préférable qu'elle parte. Mais soudain, elle entend le duc demander à son fils de s'asseoir à côté d'Ione, ce qui la surprend. Et en 1 minute, ils sont tous les deux assis sur les genoux de son mari, comme dans une vraie famille. Au bout d'un moment, il invite les enfants à se présenter l'un à l'autre. La fille le fait en premier, en donnant le nom qu'elle a reçu récemment, et le garçon s'appelle Gérion, et après qu'ils se soient rencontrés, l'homme propose de se souhaiter un bon repas. Au bout d'un moment, il a demandé quel âge avait le garçon, qui lui a joyeusement assuré qu'il avait déjà 2 ans, et quand ce fut le tour de la fille, elle a dit qu'elle avait déjà 3 ans. Quelques instants plus tard, le père a dit à son fils qu'Ione était désormais sa grande sœur, ce qui a choqué la fille, qui ne comprenait plus son statut. Alors qu'il termine, un assistant entre dans la pièce et dit que le duc doit se rendre immédiatement au palais de l'empereur et qu'il ne peut pas être en retard, et le maître est d'accord, et l'héroïne voit qu'il recommence à avoir mal à la tête, alors elle le dit. En caressant la tête de l'enfant, l'aristocrate lui demanda si elle se souvenait toujours de sa promesse, et elle confirma qu'elle n'utiliserait pas de pouvoir divin, et l'homme fut heureux d'entendre cela, et il l'assura qu'il reviendrait bientôt et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, et ils quittèrent la salle à manger. L'héroïne resta seule dans la pièce avec son nouveau frère, et celui-ci commença à l'appeler joyeusement sœur, ce qu'elle entendit, et lui demanda de l'appeler Ione, parce qu'elle n'était pas vraiment la fille du duc, mais une roturière. Mais le garçon ne comprit pas où était le problème, et, avec une expression fière sur le visage, dit qu'il s'en fichait, parce que son père avait dit qu'elle était maintenant sa grande sœur. Ayant terminé, il se tourna vers la servante et lui dit qu'ils iraient au jardin avec sa nouvelle sœur, ce qu'elle accepta sans hésiter, ajoutant qu'elle leur ferait un dessert et qu'ils pourraient manger dans le jardin, après quoi il entraîna joyeusement la jeune fille, qui ne comprenait pas pourquoi ils devaient faire quelque chose de nouveau, puisqu'il y avait de la nourriture pour 8 personnes au moins. À l'extérieur, une table avec des mets variés les attendait déjà,
et l'héroïne eut quelques difficultés à monter sur une chaise beaucoup plus haute qu'elle, puis la servante, tendant les mains, proposa de l'aider, ce à quoi la jeune fille demanda de ne pas le faire, car dans ce cas, elle se salirait les mains. Touchée par tant d'attention, la femme lui assure fermement que tout va bien et que même si elle les salit, elle n'a qu'à les laver. Résignée, l'héroïne accepte et, en s'excusant, grimpe dans les bras de la femme de chambre, puis sur la chaise. Le garçon était heureux qu'elle soit maintenant assise sur la chaise comme lui, et il décida de la récompenser pour son travail. Il prit donc un morceau de tarte et le tendit à la fille, qui le remercia, et, dès qu'elle fut distraite un instant, la tarte disparut, et il s'avéra que l'enfant la mangea elle-même. Dans cette situation, elle décida de lui donner son morceau de tarte, l'assurant que c'était une récompense de sa part. Le garçon fut ravi de cette gentillesse, et lorsqu'il y goûta, il fut très embarrassé. La servante lui proposa alors un autre gâteau, lui assurant qu'ils étaient également très savoureux, et la jeune fille le goûta avec hésitation, et toutes les personnes présentes attendèrent sa réaction, et à partir de ce goût, elle s'envola quelque part très loin dans sa tête, où il n'y avait rien d'autre que du plaisir. C'était la première fois de sa vie qu'elle goûtait quelque chose d'aussi délicieux, et elle était donc très contente. Les servantes, voyant l'expression du visage de la jeune femme, décident de proposer d'autres plats, mais l'héroïne leur demande d'arrêter, car elle propose beaucoup de choses, et elle ne peut tout simplement pas tout caser. Un instant plus tard, elle entendit une voix désagréable et furieuse affirmant l'avoir trouvée. En se retournant, elle comprit à la forme de leurs uniformes qu'il s'agissait de prêtres, et ils l'attrapèrent en lui disant qu'ils la cherchaient depuis longtemps et que maintenant elle allait les suivre, peu importe à quel point elle était misérable. Le prêtre la découvrirait tôt ou tard, et si elle s'opposait à la volonté de son Dieu, il la punirait. La jeune fille tenta de s'échapper de toutes ses forces, mais ce fut en vain. En regardant les femmes, elle se rendit compte qu'elles n'étaient que des servantes, et qu'elles n'étaient rien pour elle, et qu'elle ne devait donc pas s'attendre à une aide de leur part. C'est alors qu'elle comprit qu'il n'y avait pas d'autre choix que de se débarrasser d'eux avec son pouvoir divin, et à ce moment-là, l'épée toucha le cou des prêtres. Le duc revint, et il était en colère, et il voulait savoir ce qu'il faisait à sa fille. Le voleur prétendit ne pas comprendre ce qui se passait, et l'aristocrate répéta sa question, à savoir ce qu'il venait d'essayer de faire avec sa fille, ce à quoi il répondit que, sauf erreur de sa part, il n'y avait jamais eu de fille dans cette famille. Le duc ordonna alors à Chine de s'expliquer, et le garçon, présentant le document, déclara qu'il s'agissait d'un ordre de l'empereur approuvant l'adoption de cet enfant. Mais les invités ne semblaient pas satisfaits de cela, et demandèrent avec surprise comment il se pouvait que la priorité dans l'adoption de filles dotées de pouvoirs divins soit donnée au duché et non au temple. Le garçon a affirmé que pour la première fois en 13 ans, il y avait une femme dotée de pouvoirs divins, sans compter la duchesse d'Enotis, et que c'est pour cela que le temple avait besoin de cette fille, et à ce moment-là, d'un ton sérieux, le duc a dit qu'en d'autres termes, ils avaient ignoré l'ordre de l'empereur et considéraient toujours cette fille comme une orpheline. Au bout d'un moment, le duc ordonna de découvrir comment ces prêtres étaient entrés dans sa maison, puis, ignorant leur présence, il s'approcha de la jeune fille effrayée, lui demanda si elle allait bien et ajouta un instant qu'elle pouvait désormais l'appeler père, et non plus duc, car à partir de ce jour, elle, Ione, était un membre officiel de la famille Becherweil. L'héroïne ne sait pas pourquoi tout cela est arrivé et veut le découvrir, ce à quoi le nouveau père lui assure qu'il ne sera pas facile de répondre à cette question et lui demande donc de le considérer comme une réponse à sa demande d'aide. L'enfant était terrifiée par le fait qu'elle avait maintenant une famille et qu'elle devenait probablement un membre de la famille du duc, et au même moment, l'homme étreignait doucement sa fille, qui n'avait plus à avoir peur, plus à avoir faim et plus à souffrir sans fin. Elle voulait juste vivre, voulait être traitée comme une vraie personne et non comme une chose usagée. Un certain temps s'est écoulé et une nouvelle robe a été trouvée pour la jeune fille, en l'honneur de laquelle l'assistant n'a pas oublié de la féliciter. Il a dit que le duc était absent depuis un certain temps, mais qu'il reviendrait bientôt si nous attendions un peu. Rien n'a changé depuis qu'elle est devenue la fille du duc. Elle a été bien traitée dès le début, et l'est toujours. On ne lui a jamais demandé de nettoyer la chambre ou de faire la vaisselle, et si quelque chose a changé, c'est qu'on lui a dit que tous les membres de la famille ducale de Becherweil n'avaient pas à s'incliner devant l'empereur, car ils étaient une famille si respectable
qu'ils ont demandé à ne pas être appelés de façon aussi respectueuse. L'enfant était assise sur le banc, essayant de comprendre tout ce qu'elle venait d'entendre, quand elle entendit soudain une voix lui demander gentiment si elle était toujours réveillée, et se retourna pour voir Herzog, qui lui rappelait qu'il était temps de commencer à l'appeler papa. Posant l'enfant sur ses genoux, elle prétendit qu'il avait de nouveau mal à la tête et lui demanda de la laisser le soigner, ce qui amena l'homme à lui rappeler qu'ils avaient parlé de pouvoir divin, l'assurant que son mal de tête disparaîtrait si elle retirait tous les documents, et qu'il ne valait certainement pas la peine que sa précieuse fille saigne de nouveau. Après un moment, il ajouta que si elle utilisait à nouveau son pouvoir sans être bien préparée, elle s'évanouirait, ce à quoi il était résolument prêt, mais l'homme lui-même ne pouvait pas le dire. Et d'ailleurs, il était l'heure pour les petites filles d'aller se coucher, et à ce moment précis, la servante la conduisit au lit. Le pouvoir divin était comme la magie ou le maniement de l'épée. Plus on s'exerçait, plus on s'améliorait, et c'est ce qu'elle faisait à présent dans son lit, convaincue qu'elle devait guérir le duc sans saigner. Mais elle avait beau essayer, au bout d'un moment, le pouvoir disparaissait et elle était couverte de sueur. Ce n'était pas suffisant. Puis elle le recréait par la volonté, puis se réjouissait de son succès. Mais au bout d'un moment, elle ressentait quelque chose d'étrange, à savoir que son corps devenait très chaud pour une raison ou une autre. Le lendemain matin, toute la famille était au chevet de la malade. Le garçon était bouleversé et demandait sans cesse à son père quand sa sœur irait mieux, mais personne n'avait de réponse. Puis il a dit qu'ils voulaient manger un nouveau gâteau ensemble, et le père a soutenu son fils, lui assurant que lorsqu'elle irait mieux, ils mangeraient tous un nouveau gâteau ensemble. Il s'excuse de l'avoir réveillée et lui demande de dormir un peu plus, car elle semble encore très malade, ce à quoi l'enfant répond qu'elle a très froid et qu'elle est en même temps agréable. Revenu auprès d'elle plus tard, le père a de nouveau examiné son enfant et, poussant un soupir de soulagement, s'est rendu compte que la maladie semblait s'éloigner d'elle. Quelques instants plus tard, il a entendu les paroles de la jeune femme, qui s'est excusée en lui assurant que tout était de sa faute. L'homme ne comprenait pas ce qui s'était passé, et l'héroïne continuait à parler dans son sommeil, et dans un instant, elle demanda au duc de ne pas la frapper, choquant ainsi le maître, qui était tout prêt et très intrigué par cela. Le lendemain, la jeune fille recevait déjà des médicaments qui la faisaient grimacer parce qu'ils étaient amers, et la servante continuait à la soutenir, lui assurant qu'elle comprenait à quel point c'était amer, mais qu'elle voulait quand même être en bonne santé. Et lorsqu'elle avait bu tous les médicaments amers, on lui offrait un bonbon. La raison pour laquelle le duc a laissé Ione monter dans son carrosse cette nuit-là était ses cheveux et ses yeux blancs, qui lui rappelèrent sa fille décédée depuis longtemps. La jeune fille a essayé d'utiliser un pouvoir divin pour guérir le duc, et elle lui a semblé être exactement le genre de valeur qui devait être protégée. Le coût du traitement, les saignements du nez et de la bouche, il n'était pas le genre de personne à se soucier de choses plus que d'un enfant qui saignait, et cette situation, ainsi que le désir de la jeune fille, lui donnait un sentiment sincère de remords et de perte, mais même ainsi, la principale raison pour laquelle il l'avait adoptée était à des fins politiques, parce qu'elle était une enfant dotée de pouvoirs divins. De plus, lorsque l'élite du pays apprend que la famille Becherweil a un enfant, le duc prend la même place dans l'arène politique que le duc d'Enotis. Mais après que l'enfant soit tombé malade, toute l'attention se concentre sur elle, et il comprend instinctivement que le duc dont elle parle dans son rêve n'est pas lui. Il lui demanda ensuite si son assistant avait découvert quelque chose sur cette affaire, ce à quoi il répondit que la jeune femme et le duc d'Enotis ne s'étaient jamais rencontrés, qu'ils avaient aidé l'orphelinat où elle avait grandi à de nombreuses reprises et qu'elle ne pouvait tout simplement pas avoir fait un mauvais rêve avec un duc inconnu. Le propriétaire a ordonné de poursuivre l'enquête et même d'étendre le champ d'intérêt à d'autres pays. Lorsque Shin a appris cela, il s'est excusé et a déclaré que cela n'avait aucun sens puisque, selon les documents, elle avait grandi dans ce refuge depuis l'âge d'1 an. Quant à ce qui s'est passé avant, le directeur de l'orphelinat nous a dit que la fille d'une famille aristocratique de haut rang décédée avait été violée et que le coupable était le 2e fils de la famille Palmontov. Cette information a mis l'homme en colère et il leur a ordonné de prêter l'attention nécessaire et de faire en sorte que leur famille fasse faillite et devienne la famille d'un comte mort, car il ne pouvait pas leur permettre de continuer à commettre de tels crimes. Mon père s'est alors rendu compte qu'elle avait effectivement prononcé le mot « duc », mais il ne savait pas de qui il s'agissait,
et où il devait commencer à chercher. Au lieu du numéro d'orphelin 12, elle reçoit un vrai nom, Ione, et pas n'importe quel nom, mais Ione Becherweil, et à partir du moment où elle entre chez les Herzog, sa vie ne sera plus jamais la même, et elle en est très heureuse. Depuis le tout début de la journée, elle s'exerçait secrètement au pouvoir divin, et la jeune fille ne comprenait pas vraiment comment apprendre correctement. Elle se souvenait que lorsque la duchesse d'Enotis lui avait volé son pouvoir, elle l'avait très bien maîtrisé. Elle commence alors à penser qu'elle n'a aucun talent, quand soudain elle entend une voix qui lui dit de ne pas abandonner. Cette voix effraie la jeune fille. Mais il s'avère que ce n'est qu'une servante qui apporte des bonbons, et elle se demande alors pourquoi la dame est si en sueur et si effrayée, et on lui répond que l'héroïne fait de l'exercice. Elle ne voyait rien de mal à faire du sport, à condition de ne pas se surmener, et elle a donc proposé qu'ils finissent pour pouvoir aller à la douche, et ensuite chez Herzog. Jessie l'emmena ensuite chez le duc, qui l'installa sur ses genoux et s'occupa de ses affaires. Lorsqu'il reçut un visiteur, il demanda à l'enfant si elle s'ennuyait en regardant tous ses documents, et elle lui assura que l'écriture du duc était très belle et agréable à regarder. La jeune fille, troublée par cette soudaineté, lui a demandé ce qu'il voulait dire, mais il l'a regardée d'un air plus sévère et, à ce moment-là, le duc lui-même a regardé l'homme avec colère, si bien qu'il a dû s'excuser et quitter le bureau en toute hâte. Ensuite, le père s'est tourné vers l'enfant et lui a dit que si jamais il sentait que quelqu'un lui caressait la tête sans sa permission, il devait immédiatement mordre la main de toutes ses forces et ne pas avoir peur des conséquences. Pendant qu'il passait du temps ainsi, Gérion arriva et vit sa famille et fut très heureux. Il courut embrasser sa sœur et alla ensuite manger, puis ils firent une sieste et après s'être réveillés, elle s'entraîna à nouveau à utiliser le pouvoir divin. Pendant la journée, elle passait à nouveau du temps avec Gérion et elle ne faisait que jouer avec lui dans la rue. C'étaient des journées très amusantes et dans sa stupidité, elle pensait que de telles journées sans emploi dureraient toujours. Le lendemain matin, ce qu'elle craignait tant s'est produit. Elle a rencontré un homme et l'a reconnu comme étant le duc d'Enotis, ce qui l'a beaucoup effrayée. L'invité lui assura qu'il ne savait pas que l'enfant serait si timide, ce à quoi le propriétaire répondit que cela n'avait rien à voir avec lui, ce qui lui fit faire semblant d'être embarrassé, et lui assura que lui-même avait toujours dit qu'il fallait parler aux aînés d'une manière plus polie, mais que cela viendrait plus tard, et que maintenant, s'adressant à la jeune fille, il lui assurait qu'elle devrait recevoir l'éducation nécessaire. Elle se souvint aussitôt de la cruauté dont il avait fait preuve dans sa vie passée, ce qui l'effraya encore plus, et l'invité lui assura dans l'instant qu'il avait une idée, à savoir qu'il serait bien de présenter leur fille, car lui-même serait heureux que des enfants dotés de pouvoirs divins soient amis. Le père a dit qu'Ione n'aimerait pas cette idée, ce à quoi l'invité, se dirigeant vers la sortie, a demandé de réfléchir à ses paroles de toute façon, parce qu'elles avaient du sens, et quand on lui a demandé où il allait, l'homme a assuré qu'il avait beaucoup de choses à faire et donc qu'il devait partir, et en partant, il a donné à tout le monde un regard étrange, en assurant qu'il se reverrait. L'héroïne, effrayée, le regardait sans comprendre ce qu'il faisait là, et c'est alors que la voix de son père coupa court à ses pensées, avec une question très importante. Il voulait savoir si la jeune fille avait déjà rencontré le duc d'Enotis. Le duc répète sa question, à laquelle l'enfant répond nerveusement qu'il s'agit de leur première rencontre, mais elle ne peut cacher son inquiétude, et alors l'homme lui tapote la tête, la calmant ainsi, puis lui propose d'aller jouer avec Gérion. Et dans un instant, un assistant apparut et dit que les marchands invités par le duc étaient déjà arrivés, et alors ils allèrent ensemble vérifier ce que les marchands avaient, et il y avait beaucoup de robes d'enfants. Et alors il dit qu'elle pouvait choisir ce qu'elle voulait. L'héroïne dit que toutes les robes étaient très belles, et alors le père envisagea sérieusement de les acheter toutes. La jeune fille l'a rapidement convaincue que cela n'en valait pas la peine, puis il lui a donné le choix et, sans hésiter, la jeune fille a désigné une modeste robe verte, ce à quoi le père a fait remarquer qu'à l'avenir, elle n'aimerait peut-être plus faire les magasins. En un instant, la servante vint dire que Gérion était déjà là, et lorsqu'il apparut, il alla immédiatement vers sa sœur, lui demandant ce qu'elle faisait, et apprenant qu'elle choisissait une robe, il lui proposa son aide, ce à quoi l'héroïne consentit volontiers. Il commença à toucher tout ce qu'il voyait,
et avec un sourire sincère, prit 2 robes, assurant qu'elles étaient toutes très belles. L'héroïne, regardant tout cela, décida qu'il n'y avait pas de problème si Gérion voulait les essayer, et dit donc qu'elle pensait qu'elles lui conviendraient, ce à quoi le garçon, perplexe, répondit qu'elles n'étaient pas pour lui et qu'il choisissait pour sa sœur. En regardant la pile de cadeaux, l'enfant était mal à l'aise, et le garçon s'est énervé, demandant si elle n'aimait pas, ce qui a obligé sa sœur à le calmer, puis le père a dit que la décision finale reviendrait à Ione. En voyant l'épée parmi les bijoux de luxe et les belles robes, elle s'est curieusement approchée, et l'épée a soudain changé de forme et est devenue plus petite, parfaite pour la personne qui allait l'utiliser, et l'homme a immédiatement reconnu qu'il s'agissait d'une épée magique. Le marchand qui l'a vendue a corrigé le duc en lui assurant qu'il s'agissait d'une épée sacrée, qu'il l'avait reçue dans un autre pays et qu'il savait seulement qu'elle devait choisir son maître, mais que c'était la première fois qu'il la voyait rétrécir à ce point. Le duc, voyant l'intérêt de la jeune fille, dit qu'il l'achète, et le vendeur lui assure que par respect pour lui, il la donnera gratuitement, car, comme il l'a déjà dit, l'épée choisit son propriétaire, et elle est donc retournée plusieurs fois. L'héroïne, elle, était fascinée par cette épée, comme si elle l'appelait, de plus en plus près, et dès qu'elle était sur le point de la toucher, son père la prenait et lui ordonnait de ne pas toucher inutilement la lame de l'épée. Il s'est ensuite tourné vers le vendeur, lui demandant s'il avait des fourreaux, ce que le marchand a confirmé, ajoutant qu'il ne lui conviendrait pas maintenant, car les fourreaux étaient fabriqués sur commande et qu'ils seraient désormais trop grands pour lui. Il était donc prêt à la donner à l'enfant, une fois le fourreau fabriqué, et il ne voulait pas entendre de non. L'héroïne n'eut alors d'autre choix que d'user de son charme, et elle lui assura gentiment qu'elle ne toucherait pas à la lame, et elle le promit. Il était difficile de résister. Alors le père a dit qu'il commanderait qu'il soit prêt le plus tôt possible, en donnant un indice à un marchand voisin, qui a humblement accepté. Plus tard, la femme de chambre l'a remarqué et lui a demandé si elle aimait tant l'arme. Après avoir reçu une confirmation, elle a dit qu'elle était assez lourde et a donc proposé de la lui donner pour l'instant, mais elle a reçu un refus ferme, puis elle est partie apporter un autre gâteau. Laissée seule, la jeune fille commença à entendre une voix qui demandait à sortir, et elle ne pouvait pas sortir, et dans un moment un chat apparut de l'épée, il la salua, l'appelant maîtresse, et se présenta comme Dorian, la bête divine. L'enfant surpris ne réussit qu'à l'appeler chat, ce qui lui fit répéter qu'il était une bête divine, puis il commença à lui dire que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu affaire à une force divine aussi puissante, qu'il en avait absorbé beaucoup à l'époque, et qu'apparemment ses actions l'avaient laissé perplexe, ce dont il s'excusait à présent. L'enfant, choqué, ne savait pas quoi dire, et le chat a remarqué qu'il s'était déjà présenté, mais qu'il ne connaissait toujours pas son nom. Elle s'est donc empressée de lui dire qu'elle s'appelait Ione Betcherville, après quoi le chat lui a assuré que c'était un nom très mignon. Et à ce moment-là, il a dit que parce qu'il était si heureux, il avait oublié de lui expliquer qu'il était une bête divine vivant dans l'un des 5 mondes sacrés, d'Orient, et qu'il voulait maintenant passer un contrat avec l'héroïne. Il n'y a que 5 objets sacrés dans le monde entier, et dans chacun d'entre eux vivent des bêtes divines, chacune d'entre elles cherchant un propriétaire convenable avec qui conclure un contrat. Ils se nourrissent de la puissance divine pour la reconstituer dans un objet sacré, et un objet sacré sans maître n'est pas différent d'une chose ordinaire. Et maintenant, prétendait-il, si elle signait un contrat avec lui, elle pourrait manier la magie de la terre, si elle en avait besoin. Ensuite, l'enfant demanda si elle pouvait devenir plus forte en signant ce contrat, et ayant reçu une réponse positive, on lui assura que le souhait principal était de devenir plus forte. Et dans ce cas, elle pouvait devenir plusieurs fois plus forte, elle était la fille du duc, et aussi la sœur aînée de Gérion, et si elle devenait plus forte, elle pourrait rester avec eux pour toujours et être en mesure de les protéger. L'héroïne était déterminée à conclure le contrat nécessaire, et c'est alors que la bête lui demanda de tendre la main, et dès que leurs parties du corps se touchèrent, tout autour d'elle s'illumina d'une lumière éclatante. Lorsque le chat eut terminé, il dit qu'il sentait en elle la puissance du feu, et lui demanda si elle avait rencontré d'autres objets sacrés, ce à quoi elle répondit qu'il ne s'était rien passé, ce qui étonna encore plus la bête, qui sentait bien en elle la puissance du feu, et lui demanda donc si elle avait vu quelqu'un porter des boucles d'oreilles rouges.
Et puis elle s'est souvenue que dans sa vie antérieure, elle les avait vus, la duchesse d'Enotis les avait portés, mais c'était dans sa vie antérieure. Dans cette vie-ci, elle ne s'était même jamais rencontrée. Et maintenant, elle se posait encore plus de questions. Finalement, l'héroïne se souvient qu'elles ont été portées par la duchesse d'Enotis et décide d'en parler à son nouvel ami, avant de lui demander s'il peut garder le secret, puis de prétendre qu'il les a vues avant qu'elles ne redeviennent elles-mêmes, à l'âge de 3 ans. Après avoir tout entendu, l'animal se dit qu'il s'agissait de personnes malveillantes, et si elles avaient vraiment les cœurs rouges avec la bête divine, il espérait au moins qu'elles ne feraient de mal à personne. Il y avait de nombreuses façons différentes de transférer le pouvoir divin, et il était sûr qu'elles avaient délibérément choisi la plus dangereuse afin de lui voler son pouvoir. Elle voulait le faire le plus rapidement possible, sans se soucier des sentiments de la jeune femme. Ayant terminé, la bête se permit de répéter qu'à l'heure actuelle, sa puissance divine était inégalée, mais que son corps était encore trop jeune, et que même si elle s'était entraînée durement, ce n'était pas la question. L'animal demanda alors combien d'années s'étaient écoulées depuis que son pouvoir divin lui avait été retiré et qu'elle avait cessé de le ressentir. Et l'héroïne répondit que c'était à l'âge de 13 ans et qu'elle n'en avait plus que 3, ce qui signifiait qu'il lui faudrait 10 ans pour combler cette lacune dans son sens du pouvoir divin en raison de son long manque de pratique. La jeune fille était contrariée d'entendre cela. Elle voulait rester ici, et pour cela elle devait soigner le duc et prouver sa valeur. Ses pensées furent interrompues par son nouveau compagnon, qui lui assura que si elle était inquiète, elle pouvait toujours le partager, car après tout, ils avaient un contrat. Il a dit qu'elle devait toujours se souvenir qu'elle était la première personne en 200 ans à passer un contrat avec lui, une bête divine, et que si elle en parlait au duc, le simple fait que leur contrat soit présent augmenterait la valeur à laquelle elle pensait. L'enfant était impatiente de tout raconter le plus tôt possible, et la servante apporta le dessert, mais il se faisait tard, et la fillette dit qu'elle devait aller voir le duc, et la servante accepta de la conduire chez lui. En marchant dans le couloir, l'animal était accroché à l'épaule de l'héroïne, et en chemin, il l'a averti qu'en ce moment, il utilisait une technique pour l'empêcher d'en faire trop avec l'utilisation de la puissance divine. Maintenant, il était sous une forme spirituelle, et seulement elle, les autres personnes qui avaient signé le contrat et les autres animaux pouvaient le voir. Mais s'il sortait de la forme spirituelle, d'autres personnes seraient capables de le voir. Cela signifie qu'il l'a fait parce que sa sortie de la forme spirituelle a utilisé beaucoup de son pouvoir. Et il est vrai que pour que l'animal apparaisse devant le duc, il aurait besoin d'utiliser son pouvoir divin, mais il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car rien de mal ne pouvait arriver tant qu'il était sous son contrôle. Lorsqu'elle est entrée, elle a trouvé son mari au travail, mais il l'a immédiatement quitté lorsqu'il a remarqué sa fille et, la prenant dans ses bras, il lui a dit qu'elle était plus en retard que d'habitude aujourd'hui. La jeune fille dit tranquillement qu'elle avait quelque chose à lui dire, et on lui demanda à l'oreille de garder le secret, puis elle lui raconta qu'elle avait récemment signé un contrat avec une bête divine, et son père, comme on pouvait s'y attendre, ne la crut pas et lui assura qu'elle n'était pas encore remise de la maladie et qu'elle devait donc se reposer un peu plus. Et à ce moment-là, il s'est matérialisé, a dit que tout allait bien pour elle et que la fille ne le trompait pas, et à ce moment-là, elle l'a présenté comme un nouvel ami, Dorian. Il est monté à son tour sur la table et lui a assuré qu'elle ne devait pas s'inquiéter pour son corps, car il prenait soin d'elle comme il le fallait, et qu'il était une bête de la terre qui vivait dans une épée sacrée, l'un des 5 objets sacrés. Un instant choqué, l'homme se ressaisit et se présenta à son tour, tout en demandant si son corps allait bien, ce à quoi la bête répondit qu'elle était en train de faire des ajustements sur certains points et qu'elle était déjà en pleine forme. À ce moment-là, la jeune fille s'agrippa plus fort à la chemise du duc et lui demanda si elle avait enfin acquis de la valeur. En entendant cela, le maître sourit et, en la caressant, lui assura qu'Aioni, chaque fois qu'elle disait des choses qui le surprenaient, puis il lui demanda si elle se souvenait toujours de leur promesse, ce à quoi elle confirma qu'elle ne devait pas utiliser de pouvoir divin. Dorian surveillait tout le temps, et il a vu par lui-même que le mal de tête de l'homme avait recommencé à faire mal, et sur le chemin du retour, il a dit qu'il était très heureux qu'Aioni soit une fille très intelligente et très bonne, parce qu'il a d'abord pensé qu'elle voulait parler à nouveau du traitement du duc,
ce à quoi elle lui a assuré que la bête aurait refusé de toute façon, et que ce n'était donc pas la peine. L'ami était heureux d'entendre cela, car beaucoup d'enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit, et il est immédiatement monté sur sa tête et lui a assuré qu'elle devrait attendre un peu plus longtemps, et que si elle s'entraînait dur avec lui, se débarrasser de la fumée noire à l'intérieur de sa tête ne serait pas un problème, ce qu'elle a été ravie d'entendre. Le duc dit qu'elle est trop jeune pour sortir d'Orient de son état spirituel et l'emmener partout avec elle. Et il lui demande donc de ne jamais parler de son existence à qui que ce soit, et elle se tait. Et voilà que 2 enfants se tiennent devant le duc, dont l'un prétend qu'ils se sont disputés. Géryon lui assure que sa sœur a des secrets et qu'il veut vraiment les voir. Et comme il n'obtient pas ce qu'il veut, il se met à pleurer, lui assurant qu'elle ne le détestera pas. Il était impossible de regarder. L'héroïne ne pouvait plus voir le visage en pleurs de Géryon. Elle décida donc de tout lui dire, toute la vérité. Et en regardant son père, elle reçut un hochement de tête approbateur, et donc elle lui raconta tout. En entendant cela, l'enfant a été choqué, puis le père lui a dit de n'en parler à personne, car c'était un très grand secret. Et si quelqu'un le découvrait, Ione pourrait être blessée. Puis il a demandé à le voir, au moins pendant 1 minute, et la fille a alors accepté d'essayer, mais il a résisté à l'envie, l'a prise par la main et l'a emmenée jouer. À ce moment-là, Shin se trouve dans la pièce et se rend compte que tous les jeunes de la famille du duc sont partis jouer, assuré qu'il a trouvé le livre qu'on lui a demandé et qu'il a étudié toutes les informations utiles. Dorian est l'une des 5 bêtes divines. La jeune femme a signé un contrat avec lui, il semblait assez calme, on pouvait donc lui faire confiance, mais d'après le livre, le dernier contrat avec lui a été signé il y a plus de four un dedans. Le propriétaire fut surpris que tout le monde commence à lui faire confiance. Puis il demanda s'il y avait de mauvaises bêtes divines parmi les autres bêtes divines, et l'assistant lui assura qu'il y en avait une qui était probablement hostile aux humains, et qu'il s'agissait d'une bête de feu qui semblait se trouver dans les boucles d'oreilles en pierres précieuses rouges. Ayant reçu les informations nécessaires, le duc leur ordonna de s'assurer que toutes les boucles d'oreilles rouges qu'Ione pouvait voir étaient jetées tout en regardant les enfants jouer. Il comprenait que pour éviter que l'information selon laquelle la jeune fille avait signé un contrat avec la bête divine ne soit divulguée, il était nécessaire de garder les serviteurs dans l'ignorance. Il y avait 5 bêtes divines au total. 4 d'entre elles étaient du côté du bien, et une seule du côté du mal, son nom était Ignis, et il possédait l'élément du feu, Nadia, la nature, Héron, l'eau, Cano, les ténèbres. Le chat expliquait maintenant que l'objet sacré dans lequel Ignis vivait était une paire de boucles d'oreilles rouges qu'elle avait vues dans sa vie antérieure, et le fait est qu'il n'aimait pas les gens, et que si la fille qui possédait les boucles d'oreilles avait déjà appris l'existence d'un esprit à l'intérieur de celle-ci, alors le contrat aurait probablement été signé à l'heure qu'il est, mais il ne pensait pas qu'il l'avait fait. La magie divine est la magie de la création, et il faut apprendre à la maîtriser pour la contrôler. La jeune fille ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, et la bête devait donc tout lui expliquer. Et avoir un pouvoir divin ne signifie pas être capable de l'utiliser. Si elle ne savait pas comment l'utiliser correctement, elle n'avait pas d'autre choix que de commencer à apprendre. Il ne suffisait pas de naître avec un pouvoir. Elle devait tout apprendre. Puis elle s'est excusée, ce à quoi Dorian lui a assuré qu'il lui avait déjà dit qu'il n'y avait pas de honte à ne pas savoir. Et en la regardant, il a compris qu'elle avait besoin de quelqu'un pour tout lui apprendre, et que cela signifiait demander au duc. Même si elle disait vouloir tout apprendre, Shin était un homme très occupé, et son père avait dit qu'il devait choisir quelqu'un en qui il pouvait avoir entièrement confiance. Et cette personne était son assistante. La jeune fille remarque qu'il a des cernes sous les yeux, et il lui assure que c'est parce qu'il a pris trop de choses en charge ces derniers temps, mais qu'elle ne doit pas s'inquiéter pour lui, car il s'est porté volontaire parce que l'enseignement lui apportait de la joie. Au début de la leçon, il a dit que plus elle étudierait les langues, mieux elle les comprendrait, l'essentiel étant de prendre son temps. Il a donc voulu lui enseigner les bases de la langue impériale, et elle a donc étudié avec assiduité tout ce qu'on lui disait. À la fin de la leçon, le professeur a fait remarquer qu'elle apprenait très vite, qu'il ne lui avait pas fallu longtemps pour mémoriser la moitié des lettres de l'alphabet et qu'il n'était pas facile d'apprendre autant de choses le premier jour.
Dorian a ajouté qu'elle commencerait bientôt à apprendre des mots difficiles et qu'il pensait qu'elle serait également capable de tout apprendre rapidement. La nuit, la jeune fille rêva d'une silhouette sombre qui s'approchait sinistrement, et dès qu'ils furent face à face, l'héroïne se réveilla terrifiée et en sueur. La bête lui demanda ce qui s'était passé, et la jeune fille lui assura qu'elle avait fait un rêve terrible. La silhouette ressemblait beaucoup à une personne, un peu, mais cette créature n'était pas une personne, juste une ombre. La bête confirma qu'elle pouvait vraiment effrayer n'importe qui, et proposa donc de s'asseoir à côté d'elle jusqu'à ce que la fille s'endorme, ce à quoi il reçut un consentement silencieux. Auparavant, l'héroïne se rendait dans le bureau du duc pour voir comment il travaillait avec les documents, mais aujourd'hui, elle le fait pour une toute autre raison, à savoir pour lui dire ce qu'elle a appris pendant la leçon d'aujourd'hui avec Shin. Si elle racontait bien les choses, le duc la félicitait et mettait un beau cachet, ce qui ne signifiait pas grand-chose, mais elle était quand même très contente quand il s'accumulait. Au cours de l'une de ces journées, un invité venu pour des questions professionnelles a remarqué que la journée des fondateurs approchait et qu'il pouvait s'y rendre avec toute la famille, même s'ils étaient encore jeunes. Assister à de tels événements serait une bonne expérience pour eux, et d'ailleurs, les aristocrates qui décidaient d'adopter un enfant étaient critiqués. Cette fête est donc une excellente occasion de présenter leur nouveau. À ce moment-là, le duc l'interrompt et le regarde avec colère, lui demandant s'il n'a pas outrepassé son autorité, raison pour laquelle il a dû s'excuser, et la jeune fille se demande ce qu'est le jour de la fondation, et son père lui explique que c'est le jour de la fondation de leur empire, l'anniversaire de l'empire. Dorian lui a assuré qu'il n'était pas allé à de telles fêtes nationales depuis longtemps, que lui et son ancien propriétaire s'y amusèrent souvent, et la jeune fille a dit tristement qu'elle comprenait. Voyant sa réaction, son père lui a demandé si elle était intéressée, ce qu'elle a accepté avec hésitation, puis il a dit qu'ils iraient là-bas. De toute façon, les vacances dureraient 7 jours, et ils iraient là-bas le 3e jour, lorsque les événements et les divertissements les plus brillants seraient organisés. Mais il devait encore lui rappeler sa promesse, et l'héroïne raconta toutes ses paroles, qu'elle ne devait pas utiliser de pouvoir divin, et cacher la bête divine, et troisièmement, qu'elle devait appeler Gérion en conséquence, puisqu'il était son jeune frère après tout. Tous ses amis disaient que l'enfant avait besoin de temps, et il comprenait, il était donc prêt à attendre, mais il ne pensait pas pouvoir l'écouter l'appeler duc pendant longtemps, parce qu'il était impatient de nature. Après tout, c'était sa fille, sa famille. Et puis, l'homme s'est souvenu qu'elle avait demandé de l'aide la première fois qu'ils s'étaient rencontrés, et c'était sa réponse positive, et elle était maintenant Ione Bechervail, et donc, pour résumer, il a demandé qui il était, et alors l'enfant a dit le mot « papa » avec incertitude, et cela signifiait qu'il pouvait maintenant profiter pleinement des vacances. Le feu d'artifice a eu lieu au début et à la fin de la journée des fondateurs, et le premier jour où ils l'ont regardé avec Gérion, il n'a cessé de rire lorsqu'elle a cessé de l'appeler monsieur et l'a appelé par son prénom. Et si elle avait su qu'il en serait si heureux, elle aurait commencé à l'appeler ainsi plus tôt. Le père leur a aussi donné un chevalier pour les accompagner. Au début, elle a trouvé ça cool, mais ensuite elle a commencé à avoir un peu peur. Quand ils se sont rencontrés, elle s'est présentée comme Helena Pless et leur a assuré qu'à partir de ce jour, elle accompagnerait l'héroïne. La jeune fille se présenta à son tour, puis demanda où était son frère, ce à quoi la femme lui assura que le jeune homme était trop attaché à sa servante, après quoi elle s'approcha d'elle et lui chuchota à l'oreille qu'elle connaissait déjà l'existence de la bête divine. En tout cas, elle avait l'air d'être quelqu'un de bien, et cela rassurait l'héroïne. Maintenant le frère lui demanda s'il y avait autre chose qu'elle aimerait voir, mais elle ne savait pas. Alors elle demanda à Gérion ce qu'il aimerait voir, et il lui assura qu'il aimerait bien voir son grand frère manier l'épée, car ce serait très cool. Et puis elle s'est souvenue que dans sa vie antérieure, elle avait déjà entendu parler du fils aîné de la famille du duc Bechervail. Les ragots disaient que c'était un beau garçon avec un tempérament calme, mais en même temps, Gérion considérait son frère comme une personne bonne et gentille, et maintenant la jeune fille se demandait comment il la traiterait. Dans sa vie antérieure, elle avait pleinement expérimenté le sentiment quand une personne traite bien les autres, et qu'elle est la seule à ne pas le faire. Plus tard, il était temps de s'entraîner à utiliser le pouvoir, et Dorian lui demanda de se concentrer, de ne pas penser avoir une sphère, mais plutôt un cercle pour commencer,
Mais finalement, rien ne se produisit, et la jeune fille en fut torturée. Ce à quoi la bête essaya de l'encourager, lui assurant que quelque chose marche rarement du premier coup, et de ne pas s'inquiéter, car tout commencerait certainement à marcher avec le temps. Helena, qui se trouvait à proximité à ce moment-là, lui a demandé si elle utilisait le pouvoir divin et, après avoir reçu une confirmation, lui a rappelé que l'enfant avait promis au duc de ne pas l'utiliser, mais il s'est avéré qu'il l'autorisait si le processus était contrôlé par Dorian. Dans ce cas, le chevalier a proposé d'en rester là, et bien que l'héroïne ait assuré qu'elle n'avait rien fait de mal, la femme a dit que si elle n'avait vraiment rien fait, elle n'aurait pas transpiré autant, car la sueur est le reflet de ses efforts à l'extérieur, et s'il y en avait autant, on ne pouvait qu'imaginer ce qui se passait à l'intérieur à ce moment-là. L'héroïne accepta et demanda à Helena si elle était déjà allée à la fête des fondateurs, ce qu'elle confirma, ajoutant qu'elle avait adoré. C'était très beau, avec des poupées qui bougeaient et des ballons géants, de nombreux marchands venaient, et on pouvait acheter des choses qui n'avaient jamais été disponibles dans l'Empire, et il y avait des acrobates et des animaux dressés. Des artistes faisaient de nombreux spectacles, et dans l'ensemble, c'était une expérience merveilleuse. L'héroïne a aimé l'histoire, puis elle a demandé à Dorian ce qu'il en pensait, et après un moment, il a dit qu'il ne savait même pas ce qu'il pouvait en dire, que quelque chose avait certainement changé depuis la dernière fois, parce qu'il avait participé à la fête il y a de nombreuses années, mais ce dont il se souvenait, c'est qu'il s'était vraiment amusé. Avant le départ, la servante a raccompagné l'enfant en lui demandant d'être prudente, de ne pas se blesser et de ne pas s'éloigner de Madame Helena, qui était certes une femme talentueuse et sur laquelle on pouvait compter, mais la servante a voulu les accompagner par mesure de sécurité. Ione m'a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, parce qu'elle devait encore soigner son père et jouer avec son frère, et qu'elle ferait donc attention, elle pouvait le promettre. Et c'est à ce moment-là que le duc en personne est apparu. L'enfant, se jetant dans ses bras, lui demanda pourquoi Gérion n'était pas avec lui, et il lui assura que le garçon s'était couché tard la nuit dernière et ne s'était pas encore réveillé, mais l'héroïne n'était pas inquiète. Elle voulait qu'il dorme bien et était sûre qu'il viendrait certainement les voir dès qu'il se réveillerait. Ils montèrent dans une calèche, et après un court trajet, la fillette commença à voir des rues décorées et des animaux étranges. Lorsqu'elle vit un éléphant, elle dit qu'il était très grand, le duc voulait déjà l'acheter, mais l'enfant refusa, lui assurant qu'il était grand et beau, mais que lorsqu'il s'approchait, il devenait effrayant. Plus tard, l'une des vendeuses s'est approchée d'eux et leur a demandé si elle était une noble dame. Elle a tendu des biscuits à la jeune fille, qui les a goûtés et a dit qu'ils étaient très savoureux. Et son père a expliqué que la couleur noble de la famille impériale était le rouge, et que c'était la raison pour laquelle il y avait beaucoup d'articles rouges. Soudain, le duc sentit une étrange aura sombre, ce qui le surprit. Remarquant cette réaction, Ione lui demanda ce qui n'allait pas, ce à quoi il s'empressa de s'excuser, comme s'il avait vu le plat préféré de Gérion, qu'il aimait beaucoup les biscuits, et que c'était dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Après cela, Dorian descendit de l'épaule de l'homme et l'assura qu'il voulait aller se promener dans son endroit préféré. Ils allaient donc devoir s'amuser sans lui, et en les quittant, la jeune fille remarqua qu'il semblait préférer être seul. Soudain, Gérion est apparu et, tout heureux, il a appelé sa sœur et lui a proposé de sortir et de s'amuser, puis elle a suggéré qu'ils aillent chez son frère aîné. Alors ils ont demandé à leur père où il était et il a répondu qu'il avait un match. Il allait organiser un combat à l'épée aujourd'hui, et cela a un peu effrayé l'héroïne, qui craignait que quelqu'un ne soit blessé. L'homme lui a assuré que rien de terrible ne pourrait arriver, car il y a toujours un prêtre, et les blessures après le combat sont toujours soignées. Ils se rendirent ensemble dans l'arène de combat, et l'hôte commença à saluer tout le monde, après quoi il confirma que tous les chevaliers censés participer à la compétition venaient de terminer leur entraînement, et qu'il avait donc l'honneur de déclarer le tournoi ouvert. Gérion reconnut son frère dans l'un des combattants, et le combat commença. Son adversaire s'approchait résolument, prêt à frapper, et en un instant, son épée était en l'air, et l'animateur annonça que le vainqueur de ce combat était Kaiden Becherweil. Pendant qu'ils regardèrent le spectacle, Dorian est apparu et lui a assuré qu'elle pourrait apprendre à manier l'épée et qu'elle devrait demander à son père de lui enseigner l'escrime une fois qu'il serait rentré à la maison. L'hôtesse lui a assuré qu'elle n'y verrait pas d'inconvénient,
mais que ce n'était pas le genre de choses que les dames de la haute société devraient faire. Puis la bête a dit que les gens se montrent sous leur meilleur jour lorsqu'ils font des choses qu'ils aiment et qu'ils devraient donc demander au duc, et s'il y voit un désir sincère, il devrait l'envisager. Pendant ce temps, le combat suivant a commencé, et Caden, cette fois, était à l'attaque. Il a rapidement et résolument porté des coups que son adversaire a eu du mal à esquiver, mais à la fin, l'animateur a annoncé que le vainqueur de ce round était Caden Becherweil. Lorsque le garçon a remporté le tournoi, son père a décidé qu'il était temps pour eux de descendre. Gérion a immédiatement couru vers son frère, le félicitant, et la fille s'est cachée derrière son père, réalisant qu'elle n'était pas encore mentalement prête pour cela. Voyant cette peur, le duc lui demanda de sortir et de venir à sa rencontre, et la jeune fille, toujours effrayée, se présenta à lui, et lui, à son tour, la prit dans ses bras sans dire un mot, ce qui la remplit encore plus de peur, car elle ne savait pas ce qu'il allait faire maintenant, et s'il pouvait la mettre à la porte sur le champ. En un instant, le père a emmené l'enfant, et Gérion a accusé l'homme d'avoir effrayé sa sœur, et celui-ci a simplement demandé pourquoi, parce que le père était plus grand que lui. Alors pourquoi avait-elle peur? Ce à quoi l'homme a gentiment expliqué que c'était la différence entre les gens, et qu'elle était déjà habituée à lui, et c'est pourquoi elle l'a serré dans ses bras. Elle craignait que Gérion ne soit déçu d'elle parce qu'elle ne pourrait pas rester longtemps avec son frère aîné, mais ses inquiétudes se sont vite dissipées au fur et à mesure que les cadeaux se multipliaient et que son frère essayait de lui remonter le moral. Au lieu d'être déçue, elle était simplement heureuse qu'il puisse continuer à passer du bon temps. Soudain, son attention a été attirée par l'un des vendeurs de l'événement, qui annonçait bruyamment une compétition, à savoir un combat en tête-à-tête entre hommes, dont le vainqueur recevrait un bracelet rare. Alors elle ne devait pas rater cette occasion. La jeune fille semblait fascinée par le bracelet et commença à marcher vers lui comme si elle était enchantée, mais son père l'arrêta à temps. Et à ce moment-là, Dorian intervint également, et il dit qu'il serait critique qu'elle perde encore plus de son pouvoir divin. Il lui a dit d'écouter sa voix dans sa tête, et dès qu'elle mettrait ce bracelet, l'essence qu'il contenait se réveillerait immédiatement et commencerait à dévorer rapidement son pouvoir divin. Ce bracelet est un objet sacré de Nadia, et il est comme une fleur, séduisant les gens qui le regardent, et la jeune fille a été trompée par le pouvoir du charme du bracelet. Mais heureusement, ils l'ont arrêtée à temps et tout ira bien. Mais Nadia était la plus jeune d'entre elles, les bêtes divines, et selon les normes humaines, elle avait le même âge que l'héroïne. Il est probable qu'elle ait senti son pouvoir divin qualitatif, et c'est pourquoi elle a réagi comme ça, en essayant de la séduire. Le duc lui demanda si elle voulait ce bracelet, ce qu'elle accepta. Il pouvait lui acheter autant de bracelets qu'elle voulait, mais elle voulait celui-ci. Dorian continua à l'avertir du danger, et d'arrêter de se faire des illusions. Un objet sacré est une chose simple. Elle ne doit donc pas céder à la tentation, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, car son pouvoir divin n'était toujours pas guéri après leur dernier contrat, et donc Nadia était toujours un danger pour elle. L'enfant, bouleversée, dit qu'elle se sent très seule, puis le père, plein de détermination, ordonne à Helena de s'occuper des enfants, et l'héroïne, en le voyant partir, lui demande de ne pas se blesser, ce à quoi il assure en souriant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter et qu'il lui rapportera bien ce bracelet. Le combat se termina rapidement, et l'adversaire de son père gisait au sol, incapable de continuer le combat, après quoi la jeune fille reçut le bracelet tant convoité, et Helena lui rappela qu'elle n'aurait pas dû s'inquiéter, car dans sa jeunesse, Pan était encore plus remarquable que Caden. Mais le bonheur ne dure pas longtemps. L'homme reprend l'objet à la jeune fille, l'assure qu'il le gardera quelque temps, et Dorian, à son tour, lui rappelle de ne pas se laisser abuser par le pouvoir du charme du bracelet. L'héroïne assure qu'il ne s'est rien passé de grave, ce à quoi Dorian, furieux, répond que c'est seulement parce qu'il a dû faire beaucoup d'efforts pour supprimer la manifestation de Nadia, sinon elle aurait déjà aspiré tout son pouvoir. Après cela, ils rentrèrent chez eux, et là, la jeune fille remarqua que Dorian avait l'air un peu plus étrange que d'habitude, ce à quoi il répondit que Nadia avait déjà volé une bonne partie de la puissance divine d'Ioni. Au bout d'un moment, la bête commença à expliquer que la précédente bête divine de l'élément naturel était morte peu de temps auparavant, et qu'une nouvelle bête, Nadia, étant apparue immédiatement après sa naissance, elle n'avait jamais eu d'autre maître. En d'autres termes,
elle était simplement immature. Lorsqu'on lui demanda comment allait Ione, il lui assura qu'elle avait juste besoin de se reposer et de ne pas se surmener, et que demain elle irait mieux. Le duc dit que le fait qu'elle ait déjà reçu son objet sacré ne signifiait pas qu'elle devait signer un nouveau contrat, ce que Dorian confirma, ajoutant que Nadia semblait très désireuse de soumettre son premier maître et qu'il pourrait donc avoir à la réprimer un peu en utilisant les pouvoirs d'Ione. En entendant cela, la jeune fille demanda avec défi ce qui se passerait si elle signait un contrat avec lui, et le chat répondit que dans toute l'histoire, il n'y avait jamais eu de CA où un enfant pouvait signer un contrat avec deux animaux divins à la fois. Mais la puissance divine d'Ione était si grande, pure et potentielle qu'un jour, le jour viendrait sûrement où elle serait capable de contracter 5 bêtes divines à la fois. Mais maintenant, sa croissance physique ne pouvait pas rattraper son énorme développement divin, et donc son vaisseau était sur le point d'éclater. Dans une telle situation, il était dangereux de conclure un contrat avec Nadia, car elle n'en comprenait pas encore tous les termes. Avec une autre bête divine, c'était encore possible, mais avec elle, difficilement, en d'autres termes, c'était dangereux. Elle aurait donc dû dormir un peu plus. La jeune fille n'arrivait pas à se calmer, et son père est intervenu, lui disant qu'elle ne ferait que se faire du mal et que si elle ne prenait pas soin d'elle, elle devrait au moins penser aux autres, ce à quoi elle a continué à répondre qu'elle pouvait le supporter. Le duc lui assura qu'elle n'avait pas à toujours accepter le danger, qu'elle était encore petite, mais qu'elle grandirait bientôt, qu'il devrait attendre encore 5 ans et qu'il soulèverait à nouveau la question. Dorian soutint cette idée, ajoutant que ce n'était rien pour une bête divine de dormir pendant 5 ans, que lui-même avait dormi pendant des centaines d'années avant de la rencontrer, et que ces années passeraient donc inaperçues. Soudain, il remarqua que quelque chose commençait à germer du sol derrière la jeune fille, mais il était trop tard, et les racines s'enroulèrent instantanément autour de la jeune fille, dans une sorte de cocon, empêchant quiconque d'y pénétrer. Laissée seule à l'intérieur avec le bracelet, elle entend une voix qui lui dit qu'elle l'a enfin rencontré, que le bracelet est suspendu dans l'air et qu'il y a une lumière brillante autour de lui et qu'il lui demande de lui dire son nom. L'héroïne comprenait que son père et Dorian ne l'autorisaient pas à passer ce contrat, mais elle devait être triste et seule depuis si longtemps, enfermée dans le bracelet. Elle était toute seule et n'avait personne à qui parler, et elle décida donc qu'il serait bon qu'elle prononce son nom pour la soutenir. L'héroïne prononça à haute voix le nom de Nadia, et tout autour d'elle brilla d'une lumière encore plus intense, et la bête joyeuse déclara qu'elle avait enfin trouvé son maître. En 1 minute, tout autour d'elle disparut, et la jeune fille fut libre, mais elle n'était même plus capable de se tenir debout. Plus tard, elle ne pouvait qu'entendre ces 2 bêtes divines se disputer. Dorian lui ordonnait de disparaître, mais elle ne comprenait pas comment faire. Alors elle lui demanda de lui expliquer rapidement comment faire, sinon Ione pourrait vraiment être blessée. Dorian commença à expliquer qu'il était nécessaire de rediriger le flux actuel de son pouvoir divin, car elle en avait déjà absorbé suffisamment, et que la moitié de ceux qu'elle avait déjà absorbés devait être rendus. Ce à quoi elle répondit que c'était son premier maître, que cela semblait simple en paroles, mais qu'elle ne comprenait toujours pas comment le faire. L'enfant commença à reprendre conscience, puis le duc demanda si le contrat pouvait être annulé, ce à quoi Dorian assura qu'il ne pouvait l'être que si la bête divine elle-même le voulait. L'homme lui demanda si elle venait vraiment de dire quelque chose et pourquoi elle ouvrait les yeux si faiblement, ce à quoi le chat répondit que c'était l'épuisement, qu'elle avait été instantanément privée de beaucoup de pouvoirs divins, et que c'était un miracle qu'elle soit encore en vie. Au bout d'un moment, elle s'est réveillée dans son lit et Nadia a immédiatement commencé à s'excuser. Dorian lui a demandé si elle se rendait compte depuis combien de temps elle dormait. Elle n'était pas sûre et a suggéré que 2 jours s'étaient écoulés, ce à quoi Dorian a répondu que cela faisait 2 semaines et qu'il commençait déjà à se demander ce qu'il ferait à l'avenir si elle ne s'était pas réveillée. L'héroïne s'en est excusée, ce à quoi le chat lui a assuré qu'elle n'avait pas à s'excuser, le tout étant que Nadia avait signé un contrat avec elle, sans penser à lui demander son accord au préalable, mais maintenant que tout cela appartient au passé, ce cas ne vaut probablement pas la peine d'être mentionné. Quand Ione s'est levée, elle a demandé si son père et Gérion dormaient encore, et Dorian lui a assuré qu'il avait senti qu'elle était sur le point de se réveiller et qu'il était donc venu la voir dès le matin
pensant qu'après un si long sommeil, elle serait très impatiente de le voir dès le matin. Elle trouva son père sur son lieu de travail, et il courut immédiatement vers sa fille, lui demandant ce qui lui faisait mal et comment elle se sentait. Dorian apparut alors et confirma que ce n'était pas un mensonge. Tout allait bien maintenant. Le fait était qu'elle avait un taux incroyablement élevé de récupération de la puissance divine. Il lui demande ensuite ce qui est arrivé à Nadia. Il veut dire que la fille est maintenant sa patronne et qu'il doit donc être plus prudent avec elle. Ce à quoi l'héroïne lui répond qu'elle n'est pas sa patronne, mais une partenaire contractuelle. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et Gérion est sorti en pleurant. Sa sœur est immédiatement allée le calmer en lui demandant ce qui s'était passé, et la servante est venue avec lui, et elle a expliqué que le garçon était très inquiet, et qu'il lui rendait souvent visite pendant qu'elle dormait le matin, qu'il rentrait toujours, et qu'aujourd'hui il était venu lui rendre visite une fois de plus, et qu'il avait été très effrayé de ne pas la trouver là. L'héroïne commença à le rassurer, lui assurant que tout allait bien et qu'il n'avait plus besoin de pleurer, puisqu'elle était maintenant en pleine santé, ce que le frère accepta en serrant sa sœur encore plus fort dans ses bras. Plus tard, assise sur le canapé, elle se rendit compte que quelque chose s'était passé dans son corps, non pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Et elle raconta aux bêtes qu'après le contrat avec Nadia, elle était pleine de force. Ce à quoi Dorian lui assura qu'il n'y avait rien d'étrange à cela, car l'énorme utilisation de la puissance divine avait ouvert la voie au développement. En d'autres termes, il s'agissait d'une réaction. La jeune fille se demanda alors si elle pouvait désormais utiliser toute la puissance divine, et le chat expliqua que le fait que la voie divine se soit ouverte pour elle ne signifiait pas que son vaisseau divin s'était agrandi, et qu'elle supposait donc qu'il fallait plus de puissance divine pour agrandir le vaisseau. La bête lui demanda de ne plus prononcer de mots aussi dangereux, car cette fois-ci elle avait eu de la chance, mais elle pouvait encore mourir, la chance étant qu'elle avait une bonne compatibilité avec Nadia, et elle se demanda alors pourquoi, dans ce cas, Dorian pouvait la contrôler calmement. Le chat commença à expliquer que Nadia était un élément naturel, et que son élément à lui était la terre, et que les plantes ne pouvaient pas vivre sans terre, et en entendant cela, l'hôtesse demanda de ne pas effrayer son nouvel ami, ce à quoi Dorian assura qu'il ne se moquait pas, mais qu'il enseignait tout ce qui était nécessaire. C'était le même processus que l'entraînement d'Ione à Chine.